le droit français relatif au droit international, relatif à l'adaptation au droit international, est un droit qui retient une option moniste. Il faut cependant distinguer le traitement des traités internationaux d'un côté de celui des autres éléments du droit international. Voyons d'abord grand B, le droit français applicable aux traités internationaux. On le sait, l'article 55 de la Constitution française confère aux traités internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés une autorité supérieure à celle des lois. On le sait, l'article 55 de la Constitution confère cette autorité au traité qui a été effectivement publié. L'article 1er du Code civil aura alors pour conséquence de le rendre applicable à un droit français opposable aux particuliers un jour franc après la parution du décret de publication du traité au journal officiel. Mais le texte prévoit que c'est le traité régulièrement ratifié ou approuvé qui aura l'autorité de l'article 55 de la Constitution, l'autorité supérieure à celle des lois. Or, la jurisprudence, après avoir refusé d'exercer un contrôle du respect de l'article 53 de la Constitution, notamment relative à l'autorisation législative de ratifier ou approuver un traité, la jurisprudence a reviré et désormais, si un traité est signé, ratifié, approuvé et donc est publié au journal officiel sans l'autorisation préalable du Parlement dans un domaine où l'article 53 de la Constitution exigeait une autorisation parlementaire, dans cette hypothèse, alors, la publication sera irrégulière et le traité se trouvera privé du bénéfice de l'article 55 de la Constitution. C'est la construction qui a été inaugurée notamment par la jurisprudence très connue rendue en 1998 de l'affaire Blotzheim, société à responsabilité limitée du parc d'activités de Blotzheim. C'est donc la décision de publier le traité qui est remise en cause et non pas le traité lui-même, qui est un acte international qui échappe en tant que tel au juge interne. Il importe de savoir que la publication au journal officiel est accompagnée d'une note de bas de page qui précise le jour de l'entrée en vigueur du traité en droit international. Or, cette note de bas de page méconnue a pourtant un effet juridique essentiel, car même s'il est publié au journal officiel, tant que le traité n'est pas entré en vigueur dans l'ordre international, son exécution ne peut pas être exigée de la République française. Et c'est juste simplement une note de bas de page qui détermine ce jour. L'article 55 de la Constitution précise que l'autorité supérieure à celle des lois est conférée sous réserve pour chaque traité ou accord de son application pour l'autre partie. C'est le principe de réciprocité. On sait que le Conseil constitutionnel, en 1999, lors de du contrôle du statut de la Cour pénale internationale, a considéré que les traités relatifs aux droits de l'homme et aux droits humanitaires échappaient à la réciprocité. Mais, sous réserve de la portée de cette jurisprudence, en tout cas, elle est limitée aux traités relatifs aux droits de l'homme et aux droits humanitaires. Le principe, du point de vue du droit international, n'est pas contesté. Nous l'avons vu, simplement, c'est la question de savoir si c'est le Conseil constitutionnel qui peut effectivement le dire ou si ce n'est pas le juge ordinaire qui doit le dire. Car en effet, le gardien de la clause de réciprocité est le juge ordinaire et non pas le juge constitutionnel. Et de façon complètement différente, le juge judiciaire, depuis sa jurisprudence Krila, de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 1994, depuis sa jurisprudence Krila, le juge judiciaire
considère que tant que le traité n'a pas été dénoncé par l'exécutif, tant qu'il n'a pas été mis en cause par l'exécutif, on doit le présumer respecté par l'autre partie. C'est qu'il y a une façon d'éviter les difficultés. Le Conseil d'État, dans sa jurisprudence Recoux de 1981, s'en remettait à l'appréciation du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il saisissait le ministère des Affaires étrangères d'une question préjudiciable tendant à apprécier le respect par l'autre partie. Cette position avait été maintenue en 1999 de l'affaire Chevreul-Benkedash par le Conseil d'État, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2003 dans l'affaire Chevreul contre France, considérant que le fait de s'en remettre à l'appréciation du ministère des Affaires étrangères pouvait constituer une atteinte au droit au procès équitable dans les hypothèses où c'était l'État français qui était en cause devant le juge administratif. Le Conseil d'État, en 2010, dans l'affaire Souad, Chérier Benseguir a alors élaboré une solution qui ne règle peut-être pas tous les problèmes et qui consiste ne pas à abandonner complètement le recours au ministère des Affaires étrangères, mais simplement à le soumettre à contradiction, y compris à une procédure contradictoire, y compris au profit, la procédure contradictoire, de l'État dont le comportement serait concerné et qui viendrait dans l'imagination du Conseil d'État se soumettre en quelque sorte à l'appréciation du Conseil d'État. On peut douter que cette solution règle effectivement toutes les difficultés. Pour le reste, la jurisprudence désormais reconnaît la supériorité des traités sur les lois. La jurisprudence avait reconnu facilement la supériorité des traités sur les actes administratifs. Vous voyez l'arrêt rendu en 1952 de l'affaire Dame Kirkwood. En revanche, s'agissant de l'autorité des traités par rapport à la loi, traditionnellement, le juge appliquait le texte postérieur, en considérant que le texte postérieur dérogeait au texte antérieur. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision IVG du 15 janvier 1975, a refusé, lui, de assurer, en quelque sorte, la supériorité des traités sur les lois, en considérant que c'était une affaire qui relevait du juge ordinaire. La chambre mixte de la Cour de cassation, le 24 mai de la même année, 1975, de l'affaire Société des cafés Jacques Vabre, a alors accepté de faire primer le traité sur la loi nationale postérieure. Le Conseil d'État, en revanche, a maintenu sa jurisprudence traditionnelle longtemps, jusqu'au 20 octobre 1989, lorsqu'il a finalement accepté, par un arrêt d'assemblée, de garantir la supériorité du traité sur la loi même postérieure. C'est l'arrêt Niccolo. Évidemment, cette question ne règle pas la question des rapports du traité avec la Constitution. On sait qu'il existe un contrôle a priori, le contrôle de l'article 54 de la Constitution, pour éviter les contrariétés. Mais une fois le traité en vigueur, quels sont les rapports entre les traités et la Constitution? En pratique, le juge ne contrôle pas, le juge ordinaire ne contrôle pas la conformité des traités à la Constitution. Donc, il n'a pas pour fonction de le faire, la procédure c'est celle de l'article 54, donc le traité contraire à la Constitution, entre guillemets, qui est en vigueur, est appliqué. Simplement, la jurisprudence précise que lorsqu'un acte administratif se contente de faire une exacte application de la Constitution, lorsqu'il se contente de mettre en œuvre la Constitution, alors la Constitution fait écran, entre guillemets, entre le décret et le traité, et la loi du reste, et on ne pourra pas reprocher au décret d'avoir violé une loi ou un traité. C'est la jurisprudence Saran du Conseil d'État, bien connue, du 30 octobre 1998.
S'agissant enfin de l'interprétation des traités internationaux, on sait que le juge a évolué, la Cour de cassation a accepté de se reconnaître le pouvoir d'interprétation des traités depuis l'arrêt du 19 décembre 1995, Banque africaine de développement, alors que le Conseil d'État s'était déjà reconnu ce pouvoir d'interprétation le 29 juin 1990 dans son arrêt Gisti. Il reste que l'interprétation des traités en droit français soulève une infinité de problèmes pratiques et notamment sous l'angle de la question dite de l'effet direct qui est traitée aujourd'hui en pratique comme une question d'interprétation des traités. On sait que le juge administratif et judiciaire recherche la volonté des parties pour savoir si elles ont entendu, oui ou non, créer des droits pour les particuliers. À l'état actuel, cette recherche est doublement insatisfaisante. Elle est d'abord insatisfaisante dans son résultat, car on s'aperçoit que les mêmes dispositions sont appréciées différemment ou peuvent être appréciées différemment par le juge administratif et le juge judiciaire, comme l'a montré historiquement à l'extrême l'affaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et puis d'autre part, c'est insatisfaisant parce que on s'aperçoit que, du point de vue du droit international, cette interprétation du traité qui ne donnerait pas des droits aux particuliers aboutit alors à l'inexécution du traité, ce qui est évidemment le résultat opposé à celui qu'ont recherché les auteurs du traité, car s'ils ont conclu un traité, c'est bien pour essayer d'en obtenir l'exécution dans l'ordre interne. Donc il y a quelque chose de paradoxal à s'abriter derrière les termes du traité pour conclure à un résultat opposé à celui qui est recherché par le traité. Voilà quelques éléments sur le droit applicable au traité. La question est beaucoup plus hésitante s'agissant des autres éléments du droit international, grand C. On peut noter d'abord que pour les actes de l'Union européenne, le juge a admis très rapidement et facilement l'assimilation des actes de l'Union européenne aux traités internationaux, et donc ils ont bénéficié de la primauté sur les lois. Pour les règlements communautaires, on cite l'arrêt Boisdet de 1990, pour les directives, l'arrêt Rothmans et Philip Morris de 1992. S'agissant des directives, le juge administratif s'est aligné sur la jurisprudence, du moins pour partie, sur la jurisprudence du juge européen, en acceptant, si la directive est suffisamment claire, précise et inconditionnelle, en acceptant de conférer un effet direct aux directives après l'écoulement du délai de transposition, au sens où elles peuvent être invoquées même à l'encontre d'un acte administratif individuel. C'est l'arrêt Dame Perreux de 2009 qui abandonne la traditionnelle jurisprudence combendite. Mais pour les autres actes unilatéraux, les choses sont plus complexes. Il n'y a pas de doctrine claire du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur les actes unilatéraux, il n'y a qu'une pratique. On s'aperçoit que tant le juge judiciaire que le juge administratif, sans motivation, sans théorie générale, donnent effet aux actes unilatéraux des États. Ils donnent effet aux réserves dans leur pratique, surtout les réserves émises par la France en pratique, enfin aux réserves en général, qui sont des actes unilatéraux liés au traité. Et également, on le voit très fréquemment, on a cité l'arrêt Davis-Taylor du Conseil d'État de 1993, qui revient à donner effet aux assurances, en l'espèce des assurances des États-Unis, relatives au fait que la peine de mort ne serait pas infligée à une personne. Donc ces assurances unilatérales, cette promesse en tant qu'acte unilatéral de droit international, reçoit effet devant le juge interne sans difficulté. Là où les difficultés jurisprudentielles commencent, c'est avec les actes unilatéraux des organisations internationales.
Et on constate une grande incertitude en la matière. D'un côté, on a des positions jurisprudentielles qui refusent l'application directe des actes unilatéraux des organisations internationales, y compris les actes du Conseil de sécurité ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et d'autre côté, on a une pratique qui prend en considération à chaque fois que nécessaire et donc donne effet à chaque fois que possible aux actes des organisations internationales, soit du fait de l'expertise qu'elles incarnent, donc on prend en considération l'expertise des organisations internationales, soit pour donner effet aux situations juridiques qui résultent des actes des organisations internationales. Il y a donc une incertitude actuellement en droit français sur le statut de ces actes. Il faut savoir que la Constitution française, à l'article 14 du préambule de 1946, rappelle en termes généraux que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Ce qui devrait imposer un respect à chaque fois que nécessaire au regard du droit international, des actes unilatéraux et des coutumes et principes généraux de droit international. Or, sur ce dernier point, la question de la coutume et des principes généraux, on doit à nouveau déplorer l'incertitude qui persiste de l'ordre juridique interne, ou sinon la déplorer, et à tout le moins la constater. On voit que le Conseil d'État a pris une position de principe qui a été rendue en 1997 de l'affaire Aquaron, qui consiste à priver la coutume internationale de l'autorité de l'article 55 de la Constitution. Mais cela ne fait pas disparaître le préambule de la Constitution. Et on voit qu'en pratique, par exemple le juge judiciaire, on peut citer l'affaire Kadhafi en 2001, le juge judiciaire écarte les dispositions nationales, y compris législatives, pour reconnaître l'immunité de juridiction du chef d'État étranger en exercice, en l'espèce à l'époque, le colonel Kadhafi. Et on voit, lorsqu'on observe la jurisprudence du Conseil d'État, qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur une coutume qui est effectivement reconnue par la France et applicable, le Conseil d'État s'efforce de lui donner effet en réalité. Ce qui permet peut-être de conclure de considérer que derrière les formules de principe, s'agissant de la coutume et des principes, s'agissant de la coutume et des principes, derrière les formulations de principes, derrière les déclamations, il y a un effort, et aussi utile que nécessaire, du juge national de respecter les engagements internationaux de l'État, sans toutefois contrarier la politique extérieure de la France. C'est-à-dire que si on voit une contestation par les autorités françaises de telle ou telle règle coutumière, on peut aussi comprendre que le juge n'interfère pas avec la politique juridique extérieure en matière de coutume de l'État, et que donc il refuse, dans ce cas, ce qui était peut-être la vraie affaire Aquaron, d'interférer avec une contestation relative au contenu de la coutume. Mais là où la coutume est bien établie, là où la coutume n'est pas contestée par la France, on ne voit pas comment, au regard du préambule de la Constitution, le juge pourrait faire échec à son application.